Bienvenue dans le débat. Avec ce soir, un coup de projecteur sur les pays du Golfe en ce 12e jour de guerre au Moyen-Orient. Et alors que l'Iran continue de bombarder ces pays, des réservoirs de carburant ont été touchés par une frappe de drone à Oman. L'Arabie Saoudite a neutralisé plusieurs drones visant le champ pétrolier géant de Shaïba à la frontière des Émirats arabes unis, ainsi que 7 missiles ciblant la base aérienne Prince Sultan qui abrite des militaires américains près de Riyad. Un porte-conteneur a été endommagé par un projectile inconnu. La banque Citi évacue à l'instant ses bureaux à Dubaï après que l'Iran a menacé de viser les banques américaines dans le Golfe. Les pays du Golfe qui subissent aussi de plein fouet les conséquences du contrôle du détroit d'Ormuz par Téhéran. 3 navires ont été détruits dans ce détroit aujourd'hui. Les États-Unis ont affirmé, eux, avoir détruit 16 bateaux iraniens poseurs de mines dans ce détroit, disent-ils. Téhéran menace maintenant de représailles sans précédent en cas de minage de la zone. L'armée américaine avertit maintenant les civils de s'éloigner des ports du détroit d'Ormuz. Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, Bahreïn, Koweït, Oman, comment sont-ils devenus des cibles de l'Iran? Et quel est l'impact de cette guerre sur leur modèle? Quelle est leur position dans le conflit? Leur relation avec les États-Unis, Israël ou la France? Les pays du Golfe peuvent-ils contourner le détroit d'Ormuz? On va poser toutes ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés François Gouillette, bonsoir. Ancien ambassadeur de France en Arabie Saoudite et également aux Émirats arabes unis. Bienvenue à vous, monsieur l'ambassadeur. En face de vous, nous avons Yasmina Asrarguis. Bonsoir, vous êtes chercheuse associée à Princeton University et à la Fondation Jean Jaurès. Votre livre, Yasmina Asrarguis, Le mirage de la paix, c'est aux éditions Passé Composé. Bienvenue. Ce soir, nous avons Sébastien Habis avec nous. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS et directeur du club Déméter, directeur de l'ouvrage chez Déméter 2026, appétit stratégique et pivot agricole. En face de vous, Dominique Trinquant, bonsoir général. Bonsoir. Merci d'être là, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies, auteur d'Un monde à l'autre chez Robert Laffont. Avant notre discussion, je vous propose un retour en images de cette journée, de ce 12e jour de guerre au Moyen-Orient et en particulier avec ce zoom au sein des pays du Golfe avec Ambroise Boulet. Un cratère béant dans cet immeuble de Manama, la capitale du Bahreïn, frappé par 2 drones iraniens. Les autorités font état de 8 blessés et 1 mort, une femme de 29 ans. Ma jeune fille est partie. Elle est partie. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? À l'hôpital, le prince héritier de cet état du Golfe rend visite aux victimes d'une autre frappe, quelques heures plus tôt. Elle a fait 32 blessés, dont des enfants. Dans toute la région, les drones iraniens mobilisent la défense aérienne. Scène spectaculaire au-dessus d'une plage de Dubaï, survolée à basse altitude par un avion de chasse à la poursuite d'un drone. Depuis le début du conflit, plus de 2000 frappes ont visé les 6 États du Conseil de coopération du Golfe. Mais pour quelles conséquences? Malgré des condamnations fermes, aucun de ces pays n'a pour l'instant lancé de riposte militaire. Pour le moment, visiblement, on reste sur une dimension défensive. On reste dans cette volonté aussi d'essayer d'éviter le scénario du pire, parce que de toute façon, il n'y aura pas de vainqueur. Les monarchies du Golfe redoutent le coût économique d'une escalade militaire qui menacerait les ports et les gisements pétroliers de la région. Ces États sont aussi conscients de leur dépendance aux États-Unis, susceptibles de se retirer de ce conflit du jour au lendemain. Ils privilégient pour l'heure la voie des pressions financières et diplomatiques sur Téhéran. Et on va tout de suite regarder une carte avec justement ces 6 pays. Il y a de nombreuses bases militaires américaines dans ces pays du Golfe. Vous allez les voir justement sur ces cartes, que ce soit au Qatar, à Bahreïn, Koweït, Émirats arabes unis. En Arabie Saoudite, ce ne sont pas ce qu'on appelle des bases militaires, mais des opéras. Il y a une présence américaine militaire. Dominique Trinquant, pour cadrer un peu ce débat, revenir un peu à l'origine. L'Iran dit, nous, de toute façon, on ne cible que ces bases américaines, ces bases militaires américaines. À quoi servent-elles d'abord ces bases? Et est-ce que c'est une réalité? On a bien vu que non, qu'il y a eu vraiment des frappes ailleurs également. Non, bien sûr, il y a eu des frappes ailleurs. Et toutes ces bases font partie du dispositif américain. Il faut rappeler que l'accord entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite principalement, mais aussi tous les États du Golfe, était fait pour assurer leur protection avec eux. Et ces bases sont importantes. C'est la 5e flotte qui est à Bahreïn. C'est à Doha le PC de CENTCOM. Donc c'est absolument essentiel. Il faut rappeler qu'à
à l'origine, tous les pays de coopération du Golfe voulaient tempérer. De ces pays, voilà, ils voulaient tempérer les États-Unis. C'est eux qui insistaient pour ne qu'il n'y ait pas ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire le chambard un peu tout autour du Golfe. Et en fait, les Iraniens, par réflexe, ont voulu attaquer. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent mettre le chaos partout. Et donc, il y a un effet boomerang, c'est-à-dire que tous ces États, maintenant, accusent l'Iran, bien sûr, de les attaquer. Quant à se mêler, puisque j'entendais dans le reportage se mêler à l'opération, ils ont déjà bien assez à faire en se défendant. Oui. Et se mêler à l'opération dirigée par CENTCOM, c'est un peu compliqué. On va y revenir. Donc, ils ont été surpris, en tout cas, vous dites, Général Trinquant, ces pays. Je pense parce que... ces frappes iraniennes. Oui, je pense parce que, souvenez-vous que la dernière attaque qu'il y avait eu au Qatar, en fait, ils avaient été prévenus. Les Iraniens les avaient prévenus en disant « Attention, on va taper sur la base américaine. » Donc voilà. Tandis que là, rien du tout. Et ils tapent partout. Et on entendait même tout à l'heure les frappes sur Oman. Alors ça, c'est incompréhensible puisque Oman a cherché à être le négociateur. Et il n'a pas de base américaine en plus dessus. Ce qui montre que la volonté des Iraniens, enfin du gouvernement des Mollahs, c'est vraiment de mettre le chaos dans la région pour faire pression, en particulier sur l'administration américaine, de façon à ce que les marchés et les citoyens américains, les électeurs, fassent reculer M. Trump. François Goulet, vous y voyez cette stratégie du chaos du côté iranien, vous qui connaissez bien aussi les Émirats. Il y a une base française aussi aux Émirats, c'est important. C'est un endroit stratégique pour l'Europe aussi, finalement, ces pays. Alors, le général emploie le terme de chaos. Moi, j'ai repris la formule d'Empoli sur les ingénieurs du chaos, mais qui ne sont pas exclusivement iraniens en l'occurrence. Ce que l'on peut constater d'abord à propos d'Oman, c'est que Oman a été le premier pays visé par les frappes iraniennes dès le tout début de l'opération. Ouais. Ils ont frappé le port de Damas, je crois, qui est un port qui était destiné à, suppléer à la fermeture du détroit d'Ormuz pour contourner une éventuelle fermeture. Mais si Ormuz est fermé et si Damas est hors de service, ça va poser un très très gros problème pour l'approvisionnement. Mais pourquoi c'était un premier signal du côté des Iraniens de frapper en particulier Oman, médiateur? Les Omanais ont certainement été eux-mêmes surpris. Je rappelle que les Omanais ont d'abord été surpris par la décision américano-israélienne de frapper l'Iran au moment même où leur ministre des Affaires étrangères se trouvait à Washington pour rendre compte aux Américains de l'état d'avancement des négociations avec les Iraniens à Oman. Il semble bien qu'il y avait eu des avancées et que le ministre Oman des Affaires étrangères ait été surpris et très mécontent de ne pas avoir été informé qu'au moment où il était à Washington, ils allaient engager le feu. Yasmina Asrargis, il y a beaucoup d'intérêts américains dans ces pays du Golfe. Il y a même des intérêts de Trump et de sa famille, puisqu'on sait que Jared Kushner, ils vont vraiment souvent dans cette région. Est-ce qu'ils sont visés quelque part? Est-ce qu'ils sont visés finalement par l'Iran ? Trump, sa famille, ses intérêts financiers? Alors, il ne fait nul doute que pour la première fois dans l'histoire des conflits récents, c'est la première fois que la Maison-Blanche est partie prenante à bien des égards, autant en tant que décideur sur le plan militaire, mais aussi puisque les liens sont extrêmement forts, que ce soit Steve Witkoff avec le Qatar ou le fils de Donald Trump qui a investi massivement à 40 km au nord de Doha pour créer une Riviera qatari. Et puis, Oman est également dans des liens économiques avec toute une zone, une espèce de baie avec un parc immobilier tout à fait haute technologie et tout ça sous le slogan et le logo Trump. Donc vous avez des liens extrêmement forts et évidemment attaquer ces pays-là économiquement, évidemment ça vient agacer les princes héritiers, mais ça vient également mettre la pression sur les affaires de la famille Trump et de cette petite dynastie trumpiste qui est en train de se consolider à Washington, puisque leurs investisseurs les appellent évidemment en leur demandant combien de temps est-ce que ça va durer. Sébastien Haby, l'impact économique de ces frappes iraniennes dans ces pays est immédiat, que ce soit sur le pétrole, mais on voit aussi les usines de désalinisation des pays du Golfe, mais de l'Iran aussi, sont aussi dans la ligne de mire. L'impact sur les exportations d'engrais dans le monde, enfin, c'est une espèce de déflagration mondiale. Oui, peut-être deux éléments. D'abord, rappeler que l'Iran, dans cette asymétrie militaire face aux États-Unis et Israël, utilise en fait trois leviers.
Le premier, c'est la géographie. Et on sait que les guerres peuvent aussi, sur des terrains géographiques particuliers, accidentés, montagneux, dans le cas de l'Iran, mais surtout avec ce détroit d'Ormuz, qui est une clé pour eux à utiliser pour le commerce et l'économie mondiale. Précisément, deuxième levier, l'économie. Et on voit bien que l'Iran dispose d'atouts pour fragiliser l'économie internationale en fermant en fait Hormuz et en coupant le robinet pétrolier gazier qui vient du golfe Persique. Ce golfe Persique, c'est 1% de l'océan mondial, mais c'est la moitié des réserves prouvées en pétrole et en gaz de la planète. Donc il y a une disproportion énergétique sur un petit espace géographique. Puis troisième levier pour l'Iran, c'est bien sûr une guerre psychologique d'usure sur l'économie, d'usure sur les populations riveraines du golfe Persique. Ils ont utilisé le terme aujourd'hui d'ailleurs, les Iraniens. Oui, parce que guerre en fait, d'usure. très rapidement, en fait, c'est pour une façon d'enliser la situation et évidemment, comme disait le général, d'être aujourd'hui dans une stratégie plutôt jusqu'au boutiste. C'est un peu le grand soir pour le régime des Mollahs qui attend ça depuis longtemps et qui sait aujourd'hui que sur le terrain militaire, ils ne feront pas le match et donc il faut le faire sur d'autres terrains de jeu. Ces économies du Golfe, on sait qu'elles se sont enrichies et ces pays se sont développés grâce à la manne pétrolière, mais en effet, il faut en parler. C'est des pays qui ont deux pauvretés structurelles, en eau et en sol, et donc ils sont hyper dépendants sur l'alimentaire, et ils sont hyper dépendants en eau. Et ça, il va falloir regarder Donc l'impact sur ces fameuses usines de désalinisation. Parce que si l'Iran commence énorme. à taper ses infrastructures hydriques, c'est absolument colossal en termes de conséquences pour les populations du Golfe. On va écouter le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed Al-Ansari. Nous appelons la communauté internationale à mobiliser toutes ses capacités afin de faire cesser immédiatement les attaques visant notre souveraineté au Qatar comme dans l'ensemble de la région. Nous rejetons toute justification avancée par l'Iran pour expliquer ces frappes. Il s'agit là d'une atteinte à notre souveraineté, à notre population, à notre économie ainsi qu'à nos infrastructures, y compris les infrastructures vitales. De tels actes sont inacceptables et feront l'objet d'une réponse appropriée. Dominique Trinquant, il est très alarmiste. Le Qatar était probablement le plus alarmiste de ces États dès le début. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'engagent pas, ils n'engagent pas leur armée? Pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas part à ce conflit? Pour le moment, il ne s'agit que des États-Unis. Ils ont peut-être... Pourquoi? Alors, de raisons. D'abord, je le répète, ils ne voulaient pas cette opération. C'est un peu comme la France, comme les Européens. Ils ne voulaient pas cette opération. Déploie son Charles de Gaulle. Non, mais le Charles de Gaulle, pardonnez-moi, il est en Méditerranée, donc on est un peu loin. Donc, mais il y a des accords avec les Émirats arabes unis et la France. Pour, par exemple, Abu Dhabi, on a doublé le nombre de Rafales qui est là-bas. C'est pour assurer la défense d'Abu Dhabi. Donc, tous les pays sont dans la même position. Ils assurent la défense parce qu'ils sont attaqués. Maintenant, ça, c'est le premier point. Mais ils ont bien des armées, ces pays. Bien sûr. L'Arabie saoudite. C'est ce que je viens de dire. Ils les utilisent pour se défendre. Parce que pour attaquer, pardonnez-moi, je ne sais pas si vous avez déjà vu un déploiement américain. Moi, j'en ai vu. Je peux vous dire que pour rentrer dedans, c'est un sacré problème. C'est colossal. C'est CENTCOM qui commande là-bas. Alors, quand vous dites CENTCOM... CENTCOM, c'est le commandement central américain qui se trouve au Qatar, à Doha, et qui commande l'ensemble de l'architecture aérienne, maritime, et en fait, on est en coordination avec eux. Et même les pays du Golfe, et la France également, qui est sur la zone, elle se coordonne avec CENTCOM. C'est CENTCOM qui leur dit, attention, telle zone, on va frapper, n'y allez pas, là, etc. Voire qui alerte en disant, attention, il y a des drones, des missiles, il faut le faire. Donc la coordination est faite pour ça. Et je le répète, ils ont suffisamment de travail à assurer la défense de leur pays, avec parfois quelques bavures. Je ne voudrais pas revenir sur les 3 F-15 qui ont été abattus par la défense aérienne du Koweït, mais vous voyez, les Américains n'ont pas trop envie de voir des gens qui font des erreurs pareilles rentrer dans leur dispositif. Donc, ils font leur boulot. Lindsey Graham, par exemple, le sénateur américain, lui déplore que les pays du Golfe soient insuffisamment impliqués. Il dit qu'ils sont trop timorés. Ben, attendez, ils sont très impliqués. Au passage, les bases américaines profitent de cette protection. Ben oui, les bases américaines sont sur le territoire, au Qatar, ailleurs, et sont protégées, bien sûr, par les moyens américains, mais par les moyens du Golfe. Donc vous voyez, dans une opération comme ça, vous avez les Américains et les Israéliens, ou je devrais dire les Israéliens et les Américains, parce que je suis persuadé que l'opération est pilotée par les Israéliens au départ. Eux, ils décident d'attaquer, très bien, ils mettent dans cette opération des pays qui ne voulaient pas de cette opération-là, eh bien, il est normal qu'eux s'occupent de la défense et les Israéliens et les Américains de l'attaque. Et ça ne changera pas, on en restera là. Non. François Gouillet, la France. Alors justement, cet accord en particulier avec les Émirats arabes unis ont fait que Emmanuel Macron a réaffirmé son soutien. On va l'écouter d'ailleurs, le président français.
Je vais ici rappeler toute l'importance que nous attachons à la sécurité de nos forces sur le terrain. Et également combien nous souhaitons être aux côtés des Émirats arabes unis, du Qatar, de l'Arabie saoudite, du Koweït, de l'Irak, de la Jordanie, qui sont frappés directement par de nombreuses frappes, et sans oublier Bahreïn. Et nous avons déployé beaucoup de systèmes de défense et accompagné ces pays à travers les actions appropriées. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement, le président français, sur l'ambassadeur? Dire que la France honore les engagements qu'elle a souscrits à l'occasion de la conclusion d'accords de défense importants, pas seulement avec les Émirats. Les Émirats, l'accord est de 95, il est très engageant. Mais un an auparavant, en 94, c'est avec le Qatar qu'un accord de défense avait été conclu. Et donc, il est normal que, dès lors que ces pays partenaires de la France, ces partenaires importants à tout point de vue, économique, énergétique, de défense, sont menacés ou sont attaqués, la France soit à leur côté pour assurer leur défense. Et c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait en dépêchant, effectivement. Alors, le général observe qu'effectivement, le porte-avions et le groupe aéronasal est en Méditerranée. Enfin, il se rapproche quand même, lentement mais sûrement tout de même, du canal de Suez, dans un premier temps. Non, même pas. Non. Le dispositif maritime français, dont il faut souligner qu'il est énorme, 8 frégates, un porte-avions, 2 BPC, se déploie essentiellement au sud de la frontière de l'Europe, c'est-à-dire la Méditerranée, pour assurer la défense des pays européens, singulièrement de Chypre, qui ne fait pas partie de l'OTAN, il faut le rappeler. Donc, l'Europe a une responsabilité particulière, s'occupe du détroit de Bab el-Mandeb, dans lequel il y a une opération de l'Union européenne qui est renforcée par des moyens français, et renforce les pays du Golfe. L'affaire on va en parler après, je pense, du détroit d'Ormuz, c'est à venir. Et le président l'a bien dit, lorsqu'il n'y aura plus de guerre autour du détroit d'Ormuz. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va envoyer notre porte-avions dans le détroit d'Ormuz. Ça, c'est no way. Ça sera vraiment dans un second temps. Yasmina Asrargui, sur justement la façon dont l'Arabie saoudite, par exemple, agit. On l'entend peu. On a entendu le Qatar, on entend un peu les Émiratis, très peu MBS, qui est pourtant un peu... dire un peu la star de la région. Enfin, en tout cas, il l'était avant ce conflit. Est-ce qu'il agit en coulisses? On voit qu'il a demandé aux Belges une aide militaire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la posture de Mohammed Ben Salman, elle a été assez claire sur les 3 dernières années, à savoir qu'il a fait passer plusieurs messages à Washington indiquant qu'il ne souhaitait pas d'une guerre directe et ouverte avec les Iraniens. Il a toujours cru à la diplomatie et pensé qu'il pouvait, si vous voulez, accompagner les Iraniens dans ce que lui-même a fait à l'échelle de l'Arabie, à savoir progressivement sortir de la théologie du salafisme et du religieux pour créer un nouveau récit national autour de cette fameuse vision 2030. Et donc, certains gestes diplomatiques forts qui ont pu être faits par Mohammed Ben Salman avaient été, alors ça peut être risible, mais ça a été quand même un geste assez fort, d'envoyer Ronaldo à Téhéran pour jouer avec l'équipe nationale de Téhéran. Donc, il y a eu plusieurs gestes comme ça où, par la diplomatie culturelle et sportive, il a essayé de créer des liens avec Téhéran. Maintenant, au premier jour de cette opération, rappelons que Mohammed Ben Salman a appelé à maintes reprises Donald Trump en lui disant par ailleurs que son ciel ne serait pas utilisé en cas d'opération israélo-américaine, en donnant quelque part cette garantie aux Iraniens qui, en échange, ont attaqué la souveraineté saoudienne. Et là, le ton à Riyad a évidemment changé. D'abord par un appel entre Mohammed Ben Salman et MBZ des Émirats arabes unis pour indiquer leur solidarité pleine et entière, et à mon avis une nouvelle phase dans cette conscience d'eux-mêmes au sein des pays du Golfe et de ces pays arabes attaqués aujourd'hui, un réveil très possiblement d'une nouvelle conception géopolitique, puisque pour la première fois, non seulement leurs diplomaties sont alignées en termes de narratif et de rhétorique, mais en plus sur le plan militaire, ils se restructurent très fortement autour du US CENTCOM, qui est aujourd'hui fondamental dans leur défense. François Gouillet. Non, je voulais simplement rappeler qu'il y a eu un précédent tout de même qu'on a un peu oublié, c'est le précédent de 2019. Absolument. En 2019, à une époque où la relation saoudo-iranienne était particulièrement tendue, une salve de missiles tirés probablement du nord de l'Irak par des proxys iraniens
s'est abattu sur les installations pétrolières et gazières d'Abraïr dans l'est de l'Arabie, des frappes extrêmement précises qui ont abouti d'ailleurs à stopper la production pendant une semaine. Donc ça avait, semble-t-il, valeur d'avertissement. Je pense que c'est ainsi que ça a été perçu à l'époque. Et les Saoudiens ont constaté à l'époque que la solidarité exprimée par les Américains est restée purement verbale. Et de ce fait, MBS ensuite a été convaincu de la nécessité ou de l'opportunité d'engager des négociations pour normaliser les relations avec l'Iran sous l'égide de la Chine, qui ont abouti le 23 mars, je crois, en mars 2023, à la conclusion d'un accord de normalisation. Et tout ça est rendu caduc aujourd'hui, du coup. Non, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on soit amnésique. On est quand même dans un espace mondial où, depuis très longtemps, les rivalités, les antagonismes, les méfiances dominent largement sur les coopérations, la stabilité et la grande entente. Que ce soit entre Iraniens et voisins golfiques de l'autre côté du Golfe Persique, et même entre les monarchies du Golfe, on ne peut pas dire que c'est la grande coopération générale. Je rappelle qu'il y a 10 ans, le Qatar était acculé par les Saoudiens, et le Qatar s'était tourné vers l'Iran pour avoir un peu de respiration économique. Donc on est quand même on est sur un baril géopolitique de poudre depuis très longtemps, où aujourd'hui, les portes sont ouvertes sur le plan armement, et c'est ce qui est la grande crainte, c'est l'emballement sur le terrain militaire, et dans une région du monde où économiquement, les pays du Golfe incarnent ce que l'Iran n'aime pas, c'est-à-dire aussi des places financières tournées vers un mode de vie plutôt occidentalo-centré, Dubaï en étant la caricature d'un Walt Disney en fait qui ne ressemble pas à ce qu'on peut trouver traditionnellement dans cette région. Et donc, même s'il y a des intérêts iraniens, me semble-t-il, à Dubaï, oui, parce que intérêts financiers. Parce que c'est toute l'ambiguïté. Quand vous êtes à Dubaï ou à Abu Dhabi, vous avez plein d'acteurs économiques qui font des deals à travers le Golfe Persique avec l'Iran, hors circuit officiel du commerce. J'ajouterai un mot à ce qu'a dit Sébastien. Il a évoqué effectivement le cas du Qatar et du blocus qui avait été décrété à l'époque par l'Arabie Saoudite et les Émirats. Et les Qatariens avaient trouvé une main secourable à Téhéran. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on constate que non seulement Téhéran frappe un port à Oman, mais il frappe aussi le Qatar qui lui a été redevable de cette aide il y a quelques années. Il frappe Dubaï où il y a effectivement des intérêts, pas seulement économiques, il y a aussi des liens humains profonds. Il y a les grandes familles de Dubaï sont toutes d'origine iranienne. Et enfin, il frappe tous azimuts pour effectivement ajouter au chaos qui a été créé par l'intervention. Le détroit d'Ormuz, ce fameux détroit d'Ormuz dont le contrôle aujourd'hui c'est véritablement l'Iran. Il y a eu des navires thaïlandais qui sont partis en flammes aujourd'hui, 2 navires thaïlandais, un autre navire également en flammes, a été touché dans ce détroit. On ne sait pas très bien si c'est l'Iran qui les a frappés, en tout cas n'a pas de confirmation. Dominique Trinquant, on a l'impression que ça s'emballe du côté du détroit d'Ormuz, en tout cas aujourd'hui, une escalade verbale, les États-Unis qui disent avoir détruit 16 bateaux iraniens poseurs de mines, Donald Trump qui dit on va finalement mettre en place un dispositif de sécurité. Il y a effectivement des poseurs de mines iraniens dans ce détroit général. Bon, alors d'abord, le détroit est absolument stratégique. Stratégique pour nous, globalement, pour l'économie, mais pour les Iraniens, parce qu'ils ont la clé. Et donc, ils ont la clé de cette stratégie. Ah oui, ils ont la clé. Mais je vais vous dire, c'est pas la peine de miner. Il suffit de menacer de miner. La menace elle-même bloque pour l'instant, le détroit. Parce qu'ils ont tout de même des petits bateaux avec des mines, ils pourraient miner facilement le détroit d'Ormuz, parce que c'est ce qu'on entend. Je ne crois pas du tout au minage. Pourquoi ? Parce que la Chine a demandé à pouvoir faire passer ses pétroliers. Et on sait qu'il y a des pétroliers qui passent. Donc si les pétroliers passent, c'est qu'il n'y a pas de mine. C'est aussi simple que ça. Donc ils attaquent plutôt avec des drones. Et vous parliez des bateaux thaïlandais, on voit bien, c'est la superstructure qui brûle. Donc c'est des drones qui ont été envoyés. Mais les Pasdaran tiennent la clé du détroit d'Ormuz en filtrant. Et ils les ont annoncé il n'y a pas très longtemps. Écoutez, il faut nous demander l'autorisation de passer. Oui. Donc ça ne veut pas dire qu'ils le bloquent complètement. Ça veut dire que par exemple les navires chinois qui viennent s'approvisionner en pétrole peuvent passer. Voilà. Oui, mais après la Chine va être aussi méfiante parce que dans ce risque élevé, on ne va pas faire passer des bateaux qui ont des valeurs marchandes en plusieurs millions de dollars. Il faut rappeler quand même aussi la valeur marchande de ces bateaux. Les primes d'assurance sont en train d'exploser. Donc la Chine est aussi méfiante. Par contre, en effet, bien insister sur un point, c'est que le droit international doit rendre libre la navigation dans le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas un canal, on ne paye pas une taxe, on doit passer librement. Donc l'Iran aujourd'hui s'assoit sur le droit international et donc elle est beaucoup sur une stratégie de dissuasion de commerce maritime et de passage logistique.
Si elle mine, évidemment, c'est un effet boomerang pour sa propre économie, mais C'est pour ça que vous n'y c'est le croyez risque pas, d'après. général. C'est le risque d'après. Oui. Si l'Iran va encore plus loin dans le chaos qu'elle veut créer, son économie à long terme, peu importe finalement, elle ira créer du chaos éventuellement à court terme. Et pour revenir sur comment faire pour ce détroit d'Ormuz, moi je crois qu'il n'y a rien à faire. Il y a deux options. La guerre s'arrête et donc le détroit d'Ormuz reste ouvert et il n'y a plus de menace dessus. Ou bien une opération majeure pour prendre le détroit d'Ormuz. Et je ne vois pas les Américains aujourd'hui, parce que ça doit être forcément une opération au sol. Et là, je ne vois pas les Américains lancer une opération au sol dans le détroit d'Ormuz. Il faudrait une opération au sol, parce qu'on a entendu Donald Trump qui a affirmé, les Américains qui demandent justement une évacuation des civils de tous les ports du détroit, ça date d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi alors, généralement? Ça veut dire qu'il va faire beaucoup de frappes sur la face nord du détroit d'Ormuz, griller tous les bateaux qu'il y a dans le coin, etc. Mais ça ne rendra pas sûr, parce que c'est une côte extrêmement rocheuse, avec des anfractuosités, etc. Il peut y avoir des drones là-dedans, et il suffit d'un drone qui tape sur un bateau, ça bloque tout. Ça bloque tout parce que prime d'assurance, prime pour les marins et tout, ils ne vont pas le faire. Alors les Chinois, eux, passent à côté de ça, parce qu'ils vont envoyer des bateaux avec des marins chinois qui n'ont pas le choix. C'est comme ça. Ils vont dire, on l'assure nous-mêmes. Ils vont prendre des mesures comme ça. Mais pour tous les autres, c'est un vrai problème. Et je crois qu'une opération simplement aérienne qui vous grillerait le nord du détroit d'Ormuz ne le rendrait pas plus sûr. Oui, donc c'est compliqué pour les Américains, Yasmina Srargis. On a d'ailleurs l'impression qu'il y a de la confusion dans leur communication. À un moment donné, Donald Trump a dit qu'ils allaient peut-être escorter des navires. Le ministre de l'Énergie a été contraint, lui, de retirer un message qu'il avait publié sur X dans lequel il disait que la marine américaine avait escorté avec succès un pétrolier. Donc c'était faux, ça n'avait pas... C'était faux. Il y a une confusion dans la communication de la Maison-Blanche au sujet du détroit d'Ormuz. Alors, la question du détroit, elle est effectivement, c'est ce point névralgique avec une capacité de disrupter l'économie mondiale. Ce que fait l'Iran de manière très précise depuis le début de ce conflit, et ils ont même commencé pendant la négociation qui avait été sous médiation d'Oman à Genève. Il s'adresse systématiquement, et c'est intéressant de voir le ministre des Affaires étrangères iranien s'adresser systématiquement à l'électorat de Donald Trump. Et donc, ce détroit aujourd'hui, la manière dont les Iraniens vont le disrupter ou pas, l'objectif du côté de Téhéran, c'est les midterms, c'est les élections de mi-mandat de Donald Trump, et c'est mettre l'idée au fond et de mettre la pression maximale sur le consommateur américain pour qu'il y ait un retournement au niveau de la base, pas uniquement MAGA, mais plus largement du consommateur américain moyen, afin que Donald Trump soit contraint à finir cette guerre. Et nous avons eu dans les dernières heures un échange entre Barak Ravid du média Axios et Donald Trump qui semblait dire que cette guerre connaissait ses dernières heures, si ce n'est ses derniers jours. Donc effectivement, grande confusion et une volonté de Donald Trump d'étudier les différentes pistes pour une sortie de crise dans laquelle il s'est mis lui-même. Oui, parce que les Iraniens savent vous toucher juste, monsieur l'ambassadeur. Quand on touche au portefeuille, là, quand on touche au pétrole et à la bourse, ça touche Donald Trump. Bien sûr. Et ça en touche fait, son électorat. j'ai été frappé de prendre connaissance des dernières déclarations officielles iraniennes, puisqu'il y a eu Ghalibaf, donc le président du Parlement, mais aussi le ministre des Affaires étrangères Araqchi, qui ont l'un et l'autre, à leur manière, traduit le durcissement de la position iranienne, leur flux de négociation, mais aussi l'annonce que désormais les Iraniens riposteraient œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire qu'en réalité, vous évoquiez la question, mais qui me paraît essentielle, qui est peut-être un peu sous-estimée des conséquences, non pas catastrophiques, mais cataclysmiques, d'une mise hors service des unités de dessalement dans toute la région. Il y a des études qui ont été faites, notamment très sérieuses, notamment de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres, qui indiquent qu'une ville comme Riyad, ce serait 7 millions de personnes qu'il faudrait évacuer. Est-ce qu'on imagine ce que ça représenterait ? Et là, la menace est plus forte, justement, Sébastien Abyss, qu'une de ces usines de dessalement soit touchée, ou indirectement, parce qu'il suffirait peut-être que une usine de pétrole, enfin qu'il y ait une marée noire, ça pourrait être indirect aussi. Oui, il faut comprendre en fait que les usines de dessalement pour ces pays du Golfe sont un peu les barrages du XXe siècle qu'on a fait dans beaucoup de régions dans le monde. Sauf qu'au XXIe siècle, on va chercher l'eau dans l'océan où elle se trouve massivement. Ça coûte cher de dessaler, mais aujourd'hui, à Bahreïn, à Oman, en Arabie Saoudite, au Qatar, vous êtes à 80% des besoins en eau potable, qui est le premier aliment consommé sur la planète, je le rappelle.
On fait 3 jours un maximum sans eau potable, qui que nous sommes. Et donc, grande vulnérabilité dans cet espace. Comme dit monsieur l'ambassadeur, si l'Iran va sur ce registre, évidemment, on rajoute en fait de l'instabilité sociale, sociopolitique et humaine. Je voudrais juste dire un mot sur la Chine. Parce que on insiste sur une prise de recul historique, c'est important dans cet espace du monde. Prenons aussi de la largeur géographique un instant. La Chine s'est rapprochée fortement de la Russie et de son pétrole, et donc, certes, achète beaucoup de pétrole à l'Iran, mais achète de plus en plus de pétrole à la Russie. Et là, il n'y a pas besoin du détroit d'Ormuz. Et par ailleurs, la Chine a développé sur le plan logistique et portuaire, plus commercial et diplomatique, beaucoup de liens avec le Pakistan, qui a une frontière avec l'Iran. Et il y a quelques ports iraniens et pakistanais qui chargent aujourd'hui du pétrole iranien pour aller depuis l'océan Indien vers la Chine sans passer par la case Hormuz. Donc la stratégie chinoise très froide, stratégie de temps long, pas bulldozer à la Trump, évidemment, doit être aussi regardée de près avec ce qui se joue aujourd'hui dans le Golfe Persique. Général Trinquant, il y a la Chine, et puis est-ce que l'Arabie Saoudite peut passer par la mer Rouge? Il en a été question pour justement exporter son pétrole et plus par le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'il y a des manières de contourner ce fameux détroit d'Ormuz? Alors, si vous dites, on va regarder une carte. Comme vous le savez, le détroit d'Ormuz, il y a 2 flux. Le flux entrant, c'est pour la nourriture essentiellement, ça a été souligné, des pays du Golfe. Les flux sortants, c'est essentiellement le gaz et le pétrole. Si vous voulez sortir du gaz et du pétrole, qui, après le détroit d'Ormuz, vont en Asie en fait. Ça ne va pas en Europe, ça va en Asie. Si vous voulez faire partir pour l'Asie, vous devez prendre la mer Rouge et Bab el-Mandeb. Or, Bab el-Mandeb, ce sont les Houthis qui, pour l'instant, se tiennent calmes. Alors justement, les Houthis, pour l'instant, on ne les a pas entendus, oui, général. Ils sont très calmes. Et c'est eux qui, effectivement, sont la menace sur la mer Rouge. Mais, ils font la menace. Alors, sur la protection, les Européens s'en occupent, mais vous savez qu'on avait des méthodes très différentes. Les Européens escortaient, les Américains frappaient. Et ils ont beaucoup frappé, très lourdement frappé. Ce qui a amené quand même les Houthis à se calmer un petit peu, parce qu'ils ont perdu beaucoup d'éléments. Donc les Saoudiens pourraient effectivement exporter leur pétrole via la mer Rouge. Effectivement, il y a un oléoduc, je crois, qui débouche sur Yanbourg, en mer Rouge. Mais je crois que sa capacité maximum est de 2 millions de barils. Oui, c'est pas très important. Mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Yasmina Asrarguis. Enfin, en tout cas, j'imagine qu'ils vont commencer à essayer d'échapper au détroit d'Ormuz en passant par la mer Rouge, les Saoudiens. La recherche des alternatives, elle existe aujourd'hui. Il y a aussi plusieurs entreprises européennes et américaines qui jouent aussi le grand contournement en passant par l'Afrique du Sud. Le problème de ces routes-là, c'est que c'est extrêmement long et coûteux pour des entreprises, quand bien même du CAC 40. Et donc, vous avez véritablement ce besoin réel de pacifier cette zone. La question des Houthis, effectivement, elle avait été quasi résolue par un espèce d'accord entre les États-Unis et les Houthis pour cesser ces agressions. D'ailleurs, ça avait créé une brouille diplomatique avec Israël qui avait très peu apprécié le fait que les Américains négocient directement avec ce groupe chiite. Ça expliquerait le fait qu'il soit relativement calme sur cette séquence. Général. Oui, non, encore une fois, je répète, le détroit d'Ormuz, tout le monde s'intéresse parce que ça a un impact énorme sur l'économie mondiale. Oui, comment on sort mais de c'est cette essentiellement l'Asie. Je répète, c'est essentiellement l'Asie. C'est la Chine, c'est le Japon. Enfin, les agriculteurs français parlent de leurs engrais. Oui, il y a la alors oui, pour les engrais, oui. Mais ce qu'il y a d'amusant, donc c'est l'Asie, mais c'est déjà l'Europe. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on redécouvre là un problème qu'on a découvert au départ de la guerre en Ukraine. Souvenez-vous, on parlait de l'Ukraine, on parlait des engrais, la même chose. Et à chaque fois, ce sont des détroits qui c'était les Dardanelles, là. Et donc, on a ce sujet en permanence. Pourquoi ? Parce que la mondialisation heureuse, entre guillemets, on ne l'a pas abandonnée. Et on est toujours sur des flux importants. Et nous dépendons de ces flux importants aujourd'hui. Cette escalade peut durer combien de temps, Sébastien Habis, sans que ça soit, je dirais, la catastrophe économique? Alors, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, a proposé donc de débloquer des réserves de pétrole à hauteur de 400 millions de barils, ce qui est énorme, c'est plus du double. C'est rien du tout. Permettez-moi c'était de la moitié au moment du Covid, c'était pas la moitié, 180 millions. Non, mais c'est beaucoup, 400 millions de barils. En fait, il faut s'apercevoir que c'est 1%. De la consommation mondiale annuelle, c'est-à-dire que 400 millions de barils, c'est 4 jours de consommation de pétrole dans le monde.
4 jours. Et donc 400 millions de barils, en fait, ça va calmer un peu l'inflation sur les prix. C'est un signal économique, mais il ne faut pas crier à une grande alternative. Pourquoi 400 millions ? Le président de la République l'a dit, il faut écouter les paroles officielles. C'était pas 182 millions en 2022, justement. Oui, mais la crise était différente. Il y avait un sujet logistique, mais avec un peu moins d'incertitude géopolitique. Là, pour le coup, il y a une dimension militaire qui nous échappe. Il y a une psychologie des acteurs un peu différente. 400 millions de barils. Guerre en Ukraine, pardon. Et en guerre en Ukraine, on a libéré 300 millions de barils. Ah, c'était 300 millions en 2022. 400 millions de barils, aujourd'hui annoncés par ces pays, cette trentaine de pays de l'Agence internationale de l'énergie. Il faut rappeler qu'elle a été créée au moment du choc pétrolier pour avoir des stocks au cas où il y avait des ruptures d'approvisionnement ou des poussées de prix. 400 millions de barils, c'est 20 jours de passage quotidien à Hormuz. Ouais. Hormuz fait 20 millions de barils jour quand tout va bien. Donc c'est 20 jours d'Hormuz, mais c'est, encore une fois, 4 jours de consommation de pétrole dans le monde. Petite parenthèse, si vous me le permettez, j'avais cru comprendre qu'on devait sortir de nos dépendances pétrole-gaz, y compris pour décarboner. Je vois qu'en fait, toute la planète est affolée quand le prix du gaz et du pétrole augmente, alors qu'a priori, on doit en sortir. Donc on voit quand même qu'on est devant nos contradictions stratégiques à cet égard. François Gouillette, un mot justement aux diplomates. Est-ce que la diplomatie à un moment donné va reprendre le dessus en ce qui concerne en particulier ce détroit d'Ormuz, ou est-ce qu'on est vraiment dans une escalade ? Il va y avoir des frappes d'un côté et de l'autre, ça va continuer. Mais on est dans la phase d'escalade incessante avec une extension continue du domaine de la guerre, du domaine dans tous les domaines, à la fois l'aire géographique, fonctionnellement parce qu'il y a des problématiques qu'on n'avait pas envisagées au départ, comme l'eau qui maintenant nous jaillit, si c'est le cas de le dire, à la figure. Et donc, tout ceci montre que la vraie question, c'est le jour d'après qui n'a pas été pensé. Parce qu'en réalité, dès le départ, on a annoncé l'effondrement imminent du régime iranien, mais on a, je crois, sous-estimé, comme souvent d'ailleurs dans des conflits de cette nature, la résilience, la résistance, des capacités de résilience de l'adversaire. Et donc, honnêtement, aujourd'hui, je crois qu'il y a peu de gens qui parient sur un effondrement, même en tout cas à court terme, du régime iranien. Le discours change en tout cas. Et donc il y a, semble-t-il, enfin, j'ai essayé de préciser ce point hier et aujourd'hui, il y a parmi les analystes, disons, qui suivent de près le dossier, 2 hypothèses. Enfin, une hypothèse, et je ne sais pas laquelle est la pire d'ailleurs, l'une, ce serait effectivement, alors non pas une solution, disons, à la vénézuélienne qui n'aurait pas de sens s'agissant de l'Iran, mais disons un nouveau dirigeant, ce que serait Mojtaba ou un autre, qui serait prêt à faire des concessions aux Américains, mais sur le nucléaire exclusivement, pas sur le reste. Il faut bien voir que les priorités ne sont pas les mêmes. Pour Israël, c'est le nucléaire. Pour les Saoudiens, c'est le balistique, c'est clair. Et donc, l'autre hypothèse est encore, je dirais, plus inquiétante à la limite, c'est qu'un régime certes affaibli, mais plus dur encore, se maintient. Et là, comment est-ce qu'on fait ? Je crois qu'il faut en revenir à chaque fois à l'effet final recherché, la stratégie. Et le problème, c'est que la stratégie de Netanyahou n'est pas celle de Trump. Celle de Netanyahou, c'est d'aller jusqu'au bout. Il annonce d'ailleurs, il dit la guerre va durer. Donc il veut un régime change, mais on voit bien que c'est plus difficile. Non mais attendez, on est à 12 jours de guerre. Pardonnez-moi. Ça vous paraît énorme, c'est rien. On est à 12 jours de guerre. Les plans de frappe, c'est sur 4 semaines. Donc on n'y est pas, hein. On a encore au moins 2 semaines devant nous. Donc M. Netanyahou veut aller jusqu'au bout. Le problème de M. Trump, c'est qu'il a été embarqué dans cette affaire un peu, et que lui, il a 2 soucis, les marchés et son électorat. Donc lui, il peut, comme il le fait d'habitude, d'un seul coup se retourner vers Fox News, expliquer qu'il a eu une grande victoire parce qu'il a détruit les missiles iraniens, et s'arrêter là. Mais le problème, c'est que, est-ce qu'il laissera tomber les Israéliens à ce moment-là ? Au mois de juin, je rappelle que c'est lui qui a contraint M. Netanyahou à arrêter les frappes. Mais là, Netanyahou, il est tellement engagé là-dessus qu'il se dit non, encore 5 minutes, monsieur le bourreau, on va continuer. Donc il va faire une pression d'enfer. Et l'autre stratégie, les Iraniens, c'est de toute façon l'escalade au maximum, parce que c'est ça qui va faire plier M. Trump. Pas M. Netanyahou, mais M. Trump. Et là-dedans, ils se foutent complètement de la population iranienne. Le seul sujet, c'est de garder le pouvoir. Et imaginons que l'Iran fasse plier Trump, on aura des conséquences à moyen long terme qu'il faudra bien suivre. Les conséquences, vous pouvez dire parce que si l'Iran ne tombe pas, si le système ne tombe pas actuellement, et qu'en plus, ils ont une communication sur le fait qu'ils ont surrésisté
aux États-Unis, on est en plein narratif iranien depuis 50 ans, avec une victoire quasiment à la clé, certes symbolique, non militaire, mais symbolique, et qui aura une résonance internationale. Sauf qu'à mon avis, frapper les pays du Golfe était une erreur stratégique qui va se retourner contre le régime, puisque toute la fondation de ce régime, qui a été celle de l'idée d'un clergé, d'une théocratie, est aujourd'hui en train de se muer en appareil militaro-sécuritaire autour de cette nouvelle personnalité de Mojtaba Khamenei, qui est, avant d'être évidemment sur les premières sélections d'ayatollahs, il y avait quand même un curriculum vitae de clergé, une certaine traduction de textes extrêmement radicaux d'islamistes bien connus d'Égypte, notamment par le père de l'actuel ayatollah Khamenei. L'actuel est un pragmatique, mania de l'immobilier, avec qui le dialogue sur l'économique va très certainement primer sur d'autres enjeux idéologiques. Et moi, je pense que dans tous les cas, il va falloir faire très attention et surveiller de près ce que certains appellent déjà à Washington l'Iran 2.0, qui serait ce syncrétisme entre une idéologie de façade qui permettrait d'avancer cet axe sino-iranien avec l'appui de Moscou, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui est extrêmement important, notamment pour les Européens, sur le front ukrainien. Et Donald Trump qui dit qu'il a mis KO des leaders iraniens. Voilà pour terminer cette émission. On n'a plus le temps. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été avec nous. François Gouillette, merci. Yasmina Asrargis, Dominique Trinquant, merci. Sébastien Abyss, merci à vous tous de votre fidélité. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux. À demain.